Voilà. Donc, cette semaine, nous avons l'occasion d'étudier une toute nouvelle paracha qui s'appelle Parashat Korach. Parashat Korach, c'est מעניין. C'est juste après Parashat Meraglim. T'as remarqué ou pas, Nathan? C'est après Parashat Meraglim, la Parashat Korach, c'est מעניין. Pourquoi c'est מעניין? Parce que nous, on a expliqué la semaine dernière que Parashat Meraglim, ça nous apprend quelque chose un problème véritable dans l'Arme Israël, qui est écrit dans la Masechet Makot à la fin. Il est marqué à la fin des temps, il y aura Pnei Ador et Pnei Akel. Que les dirigeants du peuple sont comme des chiens. Ouais. Parce que le chien, il a pour habitude, quand maintenant il devance son maître, toujours il regarde en arrière où il va son maître, pour ne pas se paumer. Et ça représente le dirigeant du Ham Israël qui ne connaît pas la direction dans laquelle il doit aller. Ce qui est important, c'est qu'il ne perde pas son peuple. Le dirigeant, c'est comme un chien qui regarde derrière, ouais, ils vont où? Ce qu'on appelle la démocratie. Voilà. Bon, alors on a eu quand même Bennett qui s'opposait à ce principe. Il a pas, je ne sais pas où il a regardé où d'ailleurs. Mais disons que normalement, un homme politique normal, donc pas celui que je viens de citer, ouais, un homme politique normal, c'est vrai qu'il cherche le kavod, il veut être Rosh Mמשhala, mais quand même, un mec normal, il faut quand même qu'il garde son électorat. Parce que c'est bien gentil de passer au pouvoir une fois, mais peut-être faudrait une deuxième fois aussi passer au pouvoir. Bon. Donc ça, c'est un mec normal, de nos jours. De nos jours. De nos jours où la démocratie s'est bien installée. C'est plus un chidouche, la démocratie. C'est bien installé. Pratiquement dans le monde entier, pratiquement, ouais. Et donc, on est rentré dans une ère Meraglim, que les dirigeants n'ont plus d'initiative, n'ont plus d'idéaux, n'ont plus de valeurs. Ouais. L'important, c'est de satisfaire le peuple. D'accord? Ça, c'est les Meraglim. Ils sont venus, ils ont vu que le peuple était paniqué, ils ont vu qu'ils n'avaient pas trop envie d'y aller, ils avaient peur de ce qui allait se passer là-bas, etc., etc. Alors, ils ont été influencés. Ils ont été influencés. Donc, on voit dans Parashat Meraglim un cas de figure quand le peuple influence on va appeler ça le roi, hein, ce qu'on n'a pas vu tellement chez Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, véritablement, c'était un homme de valeur. Il était influencé par Akadosh Baruch Hu, il était annulé entièrement à Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et donc le peuple, des fois, se sentait déconnecté de Moshe parce que tellement il était proche d'Hachem. Alors le peuple, des fois, ils avaient du mal à ressentir que Moshe représentait leur intérêt, toute la tension un peu entre Moshe et son peuple. Et tellement, ce que Yitro lui a dit, délègue. C'est vrai que tu incarnes ce que Yitro lui a dit. Délègue, parce que c'est vrai que tu incarnes la parole divine. Hachem, il a parlé lors des 10 commandements par ton gosier. C'est vrai qu'on sait que tu représentes, mais Hachem et les gens, ils ont du mal. Ça leur fait peur, c'est difficile. Ça le semble inaccessible. Donc autant inaccessible est Dieu à leurs yeux, Moshe aussi, d'une certaine manière. Moshe aussi. Donc, Yitro, il a dit délègue. On voit des rabbins mogos dans les communautés qui sont à ton service, que les gens, ils ont l'impression qu'on les comprend. Des fois, quand c'est un tzaddik, il y a des abrutis qui croient que le tzaddik, non, lui, de toute façon, il ne sait pas c'est quoi les tzarara, il ne connaît pas nos problèmes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens d'Amaretsim, qui ont été influencés par les médias ou par les apicorsim, croient que le tzaddik, il est déconnecté du monde, c'est un moine mutiste, farouche, qui, quand tu parles de tes problèmes, il ne comprend pas c'est quoi l'argent, c'est quoi le travail, c'est quoi les tzarara, c'est quoi la chinocriladie, c'est quoi les problèmes de la technologie, il ne comprend rien. Donc les gens aussi, déjà à l'époque, là, Israël,
Par rapport à Moshe, il le voyait déconnecté des réalités. C'est pour ça que lorsque Moshe il a nommé son héritier spirituel, Yoshua, il est marqué Ish, comment il est marqué? Une seconde, je vais dire comment c'est marqué, c'est très intéressant. Très, très intéressant ce point-là, David, contrairement. Contrairement. Non, 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 David, tu peux t'acheter un perroquet si tu as vraiment besoin de beaucoup de parler. Ça peut t'occuper, je pense. Alors, une seconde. Ouais, il y a marqué comme ça, hein, où c'est? Il est où le passouk? Il y a marqué dans Pachat Pinchas, Ish Asher Warbo. Au sud de Yoshua, il y a marqué Ish Asher Warbo. Donc on a vu déjà dans Yoshua par rapport au Meraglim, il n'est pas influencé par le peuple, même qu'ils ont failli se faire lapider en s'opposant aux 10 autres. Yeshua et Calais, ils n'avaient pas peur de mourir. Ils s'en foutent du peuple. Le peuple, il a été très très réactif à la présentation ô combien peu élogieuse de la terre d'Israël. Et, et, euh, et Yoshua et Caleb, ils n'ont pas eu peur. Et bien mettre ce courage-là de faire face au populisme a fait que Yoshua est devenu le chef de la nation. Comme ça, on n'a pas Pnéador qui est Pné à Caleb. On n'a pas Pnéador qui est Pné à Caleb. Et il y a marqué au sujet de Yoshua, la Torah pour justifier sa nomination, il est écrit Ish Asher Ruach Bo. Ish Asher Ruach Bo. C'est quoi Ruach Bo? Marco, toi qui t'es au dernier étage, donc tu sais ce que c'est dire Ruach Bo. Non, mais je demande une explication. Mais ici, c'est autre chose. C'est le roi Hachem. C'est Ish Asher Ruach Bo. C'est quoi Ruach Bo? Non, c'est pas terrible. Alors il dit, non, c'est envisageable. Mais le Sifri, il dit autre chose, si tu me permets. C'est quoi le Sifri? C'est le Midrash. C'est le Midrash. Midrash dans Bamidbar et Dvarim, il s'appelle Sifri, Safra. Et vous connaissez Bereshit Rabbah, chez votre Rabbah, Vaek Rabbah, Torah de Kohanim, il y a Sifri. C'est un Midrash qui est souvent ilchatik, mais aussi agatik. Et il dit là-bas le Sifri, Sheachol la'alor neged rucho shel kol echad ve'echad. Il a un roi, il a une direction. Ish Asher Warbo, c'est qu'il a une direction dans la vie. Et comme il a une direction, rajoute le Sifri, et il arrive à s'arranger avec la direction de chacun. Il arrive à s'arranger avec la direction de chacun. Il faut savoir qu'il y a 600 000 âmes dans le Ham Israël, et chacun a une direction. On est tous très différents. On est tous très différents. Toute la problématique d'un dirigeant, ouais, c'est d'une part ne pas être un chien face à la nation, être influencé, ouais, et devenir donc démagogue. D'autre part, ne pas être déconnecté de la nation. Il ne faut ni être pris en otage par la nation, ni déconnecté de la nation. Vous me suivez ou pas? Alors, c'est quoi l'équilibre? C'est ressentir les inclinaisons de chacun, d'essayer de les prendre en considération pour les aider à suivre la direction qui est de servir Hachem. D'être un pont entre donc le Ham et Akadosh Baruch Hu. D'être représentant de Dieu d'une part, mais pas déconnecté du peuple. Vous me suivez ou pas?
Et il y a marqué ici, alors ça nous fait penser tout de suite. Jonathan dit, ah, mais Rav, ça me rappelle la Gemara dans Brachot et tout. D'Aftunchait, je crois, il y a marqué, quand maintenant on voit 600 000, quand on voit 600 000, on assiste à 600 000 juifs présents devant toi, genre l'enterrement du Rav Fremkeski, de Rav Odia Yosef. On voit 600 000 personnes. Il y a une bracha qui s'appelle Uchat Hashem Melech Haolam, Chacham Arazim. Chacham Arazim. C'est quoi le sage des maigres? C'est quoi Arazim? Des secrets. C'est-à-dire, tu vois 600 000 personnes, donc c'est un peuple. 600 000 personnes, c'est un peuple. Il faut qu'on sache, les amis. 600 000 personnes, c'est un peuple. 600 000 hommes, c'est un peuple. Ouais. C'est pour ça qu'Hachem, il a décidé de sortir l'âme Israël d'Égypte quand il était un peuple. Donc, à partir du moment qu'il avait dépassé les 600 000 hommes. 600 000, c'est un peuple. Donc, maintenant, tu es face à une représentativité du âme Israël. Ouais, pas uniquement symbolique comme 10 personnes. C'est symbolique, mais devant une masse représentative du âme Israël, pas des représentants officiels qui est le minyan, 10 personnes, non. Une masse représentative du Israël, comme c'est 600 personnes. Alors on voit donc une masse, ça va dans tous les sens, quoi. Tu as des Sfaradim, des Ashkenazim, des Hasidim, des Thémanim, des Parsim, des Belges, tout ça. Et dans ça, tu as des influences particulières au niveau religieux, et au niveau politique, et au niveau personnel, et au niveau du vécu, au niveau de l'expérience. Ça va générer des façons de voir les choses différemment, des pôles d'intérêt différents, des inclinaisons, des intuitions, des rêves, des fantasmes très différents. Ben Hachem ou Chacham Arazim. Il connaît ce qui est dans le cœur de chacun. Raymond, avec ses qualités, ses défauts, ses problèmes et ses rêves. David, également. Également. À vous de deviner ce qu'on doit choisir dans la liste. Jonathan, Youssef, Marco, Maître Charbit, moi-même et les autres. Là, on n'est pas 600 000. Mais chacun, on a ses razim, ses secrets, qu'il est difficile pour les autres de déceler, de révéler, de dévoiler, de deviner, d'envisager, de prévoir, de projeter. J'ai presque entendu une phrase. Attribut, oh, tu peux rajouter ça si tu veux. C'est pas ça le sujet, mais ça peut enjoliver. Ouais. Rase, rase. D'ailleurs, tu t'es pas rasé là. C'est pas un secret, on voit qu'il n'est pas. Ouais. C'est que Moshe Rabbeinu lui a donné une partie de sa force. Moshe Rabbeinu, c'est d'être hermétique à l'extérieur. C'est ça qu'il a donné son nom Yoshua et Rachid dit Atzad Meraglim. C'est-à-dire, donc Moshe, il a donné un nom particulier à Yoshua pour qu'il soit apte, ouais, à faire face à l'influence extérieure. Ouais. Alors, c'est une question sur le nom de Yoshua. En vérité, il avait déjà ce nom-là au début à la guerre d'Amalek. Quand est-ce qu'il a vraiment reçu son nom-là? Il y a tout un sujet sur ça que je ne vais pas développer. C'est intéressant, quand est-ce qu'il a reçu ce nom-là? On a l'impression dans la page de Marine, c'est là, mais quand on voit déjà qu'il a ce nom-là lorsqu'il s'est battu contre Amalek en sortant d'Égypte, ouais, bon. Alors, ça dévoile quelque chose ce nom-là, mais juste par rapport à notre développement. Ce que je voulais dire, c'est que on a besoin vraiment d'une aide divine pour être insensible à la pression du peuple. Il faut être insensible à la pression du peuple, mais il faut connaître leurs besoins pour y répondre. Le peuple, la pression qu'il fait, elle n'est pas constructive. Par définition, le peuple, il est matérialiste, il cherche le repos, il cherche Villa Bella, Villa Dolce.
Dolce Vita. La belle vie. Ouais, c'était bon. Ah, ça marchand de glace. Incroyable. Tu nous dis que tu étais marchand de glace à Parachat Kera. C'est pas mal quand même. Ça fait une calvitie de manger des glaces, tu sais. Ça fait perdre des cheveux de manger une glace. Ah ouais? Kera, Coréa. Ouais. Revenons à notre sujet. Donc, il faut faire face à la pression populeuse, populiste. Ouais. Ne pas devenir un démagogue ou magogue. Ne pas aller dans le sens du poil, mais ne pas aller aussi contre leurs intérêts. Ne pas faire abstraction de leurs intérêts, comme la monarchie absolue. On a la démocratie absolue actuelle où il n'y a plus de dirigeants. On va dans le sens du poil. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus d'idéal. Un mec qui a créé un parti qui s'appelle Yemina, qui est gauchiste. Donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, là, lui, on voit l'inverse. Lui, on voit l'inverse. Aucune influence du peuple sur lui, très fort. C'est l'inverse. Très bien. Mais on voit Bibi, un athée, un picoros, qui se la joue avec sa kippa, avec ses mitzvot, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Et c'est un athée, il le dit. Mais pour son électorat, il est athée. Il est athée. Mais pour son électorat, il se la joue traditionnaliste, etc. Étant héritier de Begin, ouais, lui, c'était un homme véritablement religieux. Ouais. Ouais, c'est pas un intégriste, mais je pense qu'il avait une véritable émounant Hachem, et j'ai l'impression qu'il avait des valeurs. Ouais. En tout cas, je pense que c'est le seul homme religieux, vraiment religieux qu'on a eu en tant que Rosh Memshala dans ce pays, ouais, et qui a aidé énormément la Torah, qui a aidé tellement les Torah, etc. Et en plus, Kanire était chômeur Shabbat, et même sa femme, ils l'ont enterré dans un carré religieux. Ils ont prouvé toute sa vie. Elle a été au mikvé, etc. Elle est respectée. Bon. Alors lui, en tant qu'héritier de Begin, alors, il s'est joué avec la kippa de temps en temps. Et c'est un démagogue. On sait très bien que la mode aujourd'hui en Israël, c'est d'être plutôt traditionnaliste. Les gauchistes sont plus tellement à la mode. En 48, les gauchistes, ils étaient à la mode. D'être un apicoros, ouais, de dire je vais faire un pays pour qu'il y ait des prostituées, des voleurs comme tout le monde, c'était à la mode. Aujourd'hui, c'est plus à la mode de dire ça. Lieberman, il garde le message, mais c'est plus tellement à la mode. Il n'y a que les Russes qui, venant du communisme qui sont attirés par ce message-là. Ouais. Mais la plupart d'Am Israël a fait plus ou moins de chouva à son niveau. Il y a une chouva collective. Carrément, ils font tomber dans des d'autres. C'est important la tradition. C'est la majorité du Ham. C'est pour ça que la majorité d'Am Israël est plutôt à droite. Et comme en général les traditionnels sont plutôt à droite, alors Bibi il se la joue. Il s'appelle un démagogue. Lui, personnellement, il ne croit pas en Dieu. Il le dit. Oui, il le dit. Il le dit. Ouais. Il ne le dit pas trop haut, il ne le dit pas dans les discours du Likoud, mais il n'a pas caché. Il le cache, mais il ne l'a pas caché une fois. Ouais, bon, il a trouvé un bon. Ouais, bon, c'est ce qu'on est en train de parler. Il cherche à être au pouvoir et donc il va dans le sens du poil et du peuple. Tout à fait. C'est connu dans le monde entier, c'est comme ça. Ouais. C'est la démocratie poussée à l'extrême. On a l'inverse, c'est la monarchie absolue avec Louis XIV, qui s'en fout royalement des besoins du peuple. Il n'a aucune influence du peuple. Je ne sais même pas si tu es au courant qu'il y avait un peuple. Il n'existe pas. D'ailleurs, tellement la monarchie absolue, c'est pas par hasard que Louis XIV, qui incarne la monarchie absolue, a déplacé son palais à Versailles pour ne pas être en contact bichlal avec le peuple. C'est lui qui a créé le château de Versailles. Avant, c'était à Paris avant. Hein? Oui, parce qu'il y a eu la fronde. La fronde, il y a eu quand il était enfant une révolte contre la monarchie, la fronde. Et donc il a dit c'est pas sûr d'être truc. Donc il s'est créé un château en dehors des influences, là où le peuple pouvait faire des retournements
de pouvoir. Mais en tout cas, il ne sait même pas c'est quoi le peuple. Donc c'est quoi l'équilibre? Moshe Rabbeinu, en vérité, déjà il avait cet équilibre-là, mais aux yeux du peuple, c'était le tzaddik ignorant des réalités, Chazé Shalom. C'est la picorsoute de l'époque, représenté par Korah. Tu ne t'intéresses pas au peuple. C'est la parashat de Korah. Tu ne t'intéresses pas au peuple. Dans les Meraglim, on a vu Moshe et Yoshua Kalev qui sont à l'opposé de ce que le peuple veut. Et Korah continue. Donc tu ne t'intéresses pas au peuple. Pas mal comme stratégie politique. Nahon, tu es proche d'Hachem, mais tu t'intéresses, tu es déconnecté du peuple. Tu es déconnecté du peuple. Moi, je suis proche du peuple. Donc Korah, lui, c'est un modèle particulier, Korah. Le modèle de Korah, c'est qu'il n'est pas influencé par le peuple, il sait exactement ce qu'il veut. Il a peur de personne. Il veut arriver au pouvoir, entre guillemets. Ouais. Et écoute bien ce que j'ai pas, ce que tu es en train de dire, je ne l'ai pas dit, donc je ne comprends pas ta question. Donc, le Korah, lui, il n'est pas influencé par le peuple. Écoute jusqu'au bout, tu vois, la phrase est un peu longue, mais il faut que tu tiennes. Il n'est pas influencé par le peuple. Il influence le peuple. C'est pas du tout la même chose. Les Meraglim, ils ont été envoyés par le peuple. D'accord? Par rapport à une angoisse du peuple. Donc, ils ont senti par rapport à la shlichut qu'ils ont reçue. Alors, Hachem, dans notre paracha la semaine dernière, il a dit essayez de rattraper le coup. Ce ne soit pas vu comme un envoi du peuple, comme c'est écrit dans paracha de Varim, mais c'est Hachem qui a dit Shlach lecha. Il a demandé à Moshe de choisir, donc c'est les envoyés de Moshe qu'il a envoyés d'Hachem, pour un peu compenser, pour qu'ils sentent qu'ils doivent comment dirais-je, en référer à Moshe et pas au peuple. Mais ça n'a pas aidé. Parce que l'impulsion, l'initiative vient du peuple. Korah, ouais, il est venu faire un coup d'État. Il est venu faire un coup d'État. Il est venu remettre en question les structures telles que la Keuna, telles que la Bechora, pour quelque part être à la tête de ce nouveau gouvernement. D'accord? Alors, c'est manienne parce que les différentes revendications de Korah sont incompatibles les unes avec les autres. Parce que d'après le Vénézra, on dit qu'il s'adressait à la tribu de Réhouven. On voit Réhouven, il est au premier plan là-bas. Parce que c'était les détenteurs de la Bechora avant la faute de Réhouven. On voit qu'il y a aussi les Lévi'im, Rav Lachem ben Lévi, qui ont perdu la Keuna au profit de Aaron, bien qu'ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Ouais. Donc ça se contredit parce que tu ne peux pas aller dans le sens de Réhouven qui a perdu le droit d'aînesse, par rapport à la Keuna, d'être Cohen ou d'être Lévi, et également t'intéresser aux Lévim, parce que les intérêts des Lévim s'opposent à l'intérêt de Réhouven. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Non, vous ne comprenez pas? C'est pas clair. Réhouven, il a perdu par rapport à la prêtrise. Par rapport à la prêtrise. Réhouven, la faute du vaudin, qui est barré. Qui est barré. Réhouven, la faute du vaudin. Non, les aînés. Réhouven, la faute du vaudin. Donc il y a Réhouven, les Bechorot, les Lévim. Et à chacun, il leur propose quelque chose et c'est impossible que ça aille ensemble. Comme tu as Raham et Yemina. Ça ne peut pas aller ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. C'est un truc qui est fait pour péter. Peu importe, avec qui j'arriverai au Shemshala. Chercher de mal-être. C'est marrant l'histoire, non? Ouais, chacun il a des revendications. Ouais, pourquoi nous les Reuven, on est une tribu comme les autres? On est le premier-né d'Yaakov. Et les Bechorot, nous, on incarne le miracle des premiers-nés dans la sortie d'Égypte. Donc, on a une doucha particulière. Et les Lévi, on est le Shevet qui a porté Moshe, Myriam, Aaron. Ouais. Pourquoi maintenant on n'a pris que la branche aaronique et pas tout la Shevet Lévi? Mais ça ne peut pas aller ensemble. Si maintenant tu mets en avant Réhouven, ça dépend des premiers-nés de Tzad Mitzrayim. Si, ou de ceux qui naissent par la suite,
Si tu mets au pré-plan les premiers-nés, ça dépend de Lévi. D'accord? Donc, choisis ton camp, camarade. Donc, il y a Khaled qui a fait différentes. Comme Raham, il faisait des discours en arabe et des discours en ivrite. Ça dépend à qui tu t'adresses. Non, bien sûr, ouais. Je connaissais certains conférenciers. Quand ils parlaient au Chabad, ils parlaient du Mashiach. Quand ils parlaient d'Atilomi, ils parlaient de la terre d'Israël. Quand ils parlaient au Haredim, ils parlaient du Chinuch Iladim, Shalom Bayit. Il adaptait son message par rapport à son public. Histoire que tout le monde lui fasse des likes sur son. Tu comprends ou pas? Donc on a d'une part les Meraglim influencés par le peuple, et tu as ici celui qui influence le peuple pour ses intérêts. Et au milieu, on a Moshe, ouais, et Yoshua, qu'on a vu donc dans le Sifri, c'est quoi? Chez Achol, alors Neged Rucho, chez le Kod Echad Vechad. Alors la Leched Neged Rucho, c'est pas s'opposer, c'est aller dans le vent, ouais, face au vent de chacun, face à la direction de chacun. Et Hachem, c'est le seul, chez Chacham Arazim. Il est conscient, connaissant, ouais, comprenant, chacun selon ses différences. Il y a 600 000 personnes, c'est un monde. Hachem Chacham Arazim. Et Yoshua a une dimension humaine. Chacham Arazim avec un E. Il connaît le ras de chacun et chacun. Par exemple, je sais comment tu t'es rasé, je sais comment il s'est rasé, je sais comment il s'est pas rasé. Ouais. Non, mais quand tu vois maintenant tellement de gens différents, ouais, c'est donc l'unité de peuple, c'est à partir de 600 000, tout le peuple, bah, Hachem, toute cette diversité de gens, ouais, toute cette diversité de gens implique diversité de pensée. Hachem, il connaît et il intervient et il aide et il dirige, chacun selon celui qui est, selon ce qu'il est. Ouais, c'est pas le sujet. Ce que je voulais t'expliquer, ouais, c'est pas la Gemara dans notre Dalet sur Hamarazim, je voulais t'expliquer, c'est que pour être un dirigeant, ouais, c'est faut avoir ce qu'on appelle le roi Hachem. Ouais. Le roi Hachem, c'est pas ce que vous avez voulu dire le roi HaKodesh, non? Le roi Hachem, c'est la chorma de comprendre l'autre. Ça, c'est le roi Hachem. Celui qui n'arrive pas à comprendre les autres, c'est qu'il est enfermé en lui-même. Il est enfermé dans ses problèmes, il est enfermé dans son expérience. Il ne comprend que les gens qui sont comme lui, qui ont vécu les mêmes choses, qui réagissent comme lui, mais il est intolérant envers toute forme de, de vécu différent, de personnalité différente, de cheminement intellectuel différent. Il peut même être violent verbalement, tellement il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Soit ça crée des colères de ne pas comprendre les autres. Tellement on est imbu de sa personne et on pense incarner la vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Parce que chacun, il incarne une parcelle de la vérité. Et c'est dans les parcelles de vérité de chacun, associées les unes aux autres, qu'on arrive à cette magnifique mosaïque de la vérité d'Hachem. Mais on ne peut pas se comprendre sur tout, on ne peut pas s'accorder sur tout, mais on peut se tolérer. On peut se tolérer. Comme disait une fois le Chazonish, il a écrit, des fois quand tu as une marloquette, à un niveau très élevé entre deux géants de la Torah, ouais, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, on peut essayer d'analyser leur marloquette. Ouais, lui, il pense plutôt comme ça, lui, il pense plutôt comme ça. On fait en général ce travail-là dans la Gemara, ouais, c'est de comprendre pourquoi l'un, il pense comme ça et l'autre, il pense différemment. C'est quoi là? C'est pas un, il avait envie de dire un truc et ah, ça m'a échappé, excuse-moi. Non, c'est une construction intellectuelle très particulière. Donc, on peut globalement repérer
sur quel point il s'oppose. Mais dit le Chazon Ish, la atrala de la marloquette, le point de base de la marloquette, on peut très difficilement l'isoler parce qu'il est en nous. C'est intimement lié à nous. C'est déjà plus du domaine de l'intellectuel. C'est une idée que je vais expliquer. C'est quelque chose qui est intimement lié à moi. Et des fois, hein, les deux Chachamim, comme on va dire Chazon Ish et il va être en marloquette avec le Rav de Brise, par exemple, sur un sujet, ils vont chacun expliquer la Gemara à leur façon. À la fin, ils ne sauront pas dire exactement leur base dans l'onirali. L'onira, ça ne me semble pas juste ce que tu dis à la base. Après qu'on a expliqué chacun toutes les données. Merci, Rabbi Shlomo. L'onirali. Et des fois, et souvent, si on a étudié de la Gemara, beaucoup de Gemara dans sa vie, on a appris donc à faire preuve de Shlomo. On a fait preuve de rigueur intellectuelle. Grâce au Limud Torah, on est de plus en plus rigoureux, on arrive mieux à comprendre ce qu'on pense. C'est pas évident de savoir ce qu'on pense. Pourquoi on le pense? Est-ce que c'est l'influence des médias? Est-ce que c'est l'éducation que j'ai reçue? Est-ce que c'est véritablement intimement lié à mon être, à mon Yetzer Hara, à mes inclinaisons, à mon mazal? Avec les années, si on fait de la Gemara et on apprend à réfléchir de manière rigoureuse, ça va nous aider nous-mêmes à comprendre ce que nous sommes. Ça met des années à comprendre ce que nous sommes. Pourquoi on réagit comme ça dans telle situation? Pourquoi on pense comme ça là-bas? Pourquoi je suis tellement différent dans ce sujet-là que les autres? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Énormément de temps. Eh bien, ce travail qu'on doit faire sur soi-même, un chacham, comme le choix, non seulement il se connaît, mais tellement il a appris à se connaître, quelqu'un qui a appris tellement à se connaître, donc il a vu plein de pistes en lui. Il y a une piste, un cheminement intellectuel qui va plutôt vers la séparation de la matérialité. Il y a un cheminement intellectuel qui va plutôt vers euh, une, une simcha. Il y a un cheminement intellectuel qui amène plutôt vers une annulation devant Dieu. Il y a un cheminement... Il a tellement appris à rechercher en lui tout ce qu'il était et quel pourcentage de chaque chose il a chez lui. Donc il a fait des compartiments. Il a de la hava, il a de la ira, il a de la simcha, il a du pachad, il a de la goufaniout, il a de la matérialité, il a de la corporalité, il a un besoin d'émotion, il a un besoin de ci, de ça. Il a tellement appris à s'analyser qu'il a développé plein de cases. Et les cases qu'il va développer, il va les repérer chez les autres. Mais sous d'autres pourcentages. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou c'est abstrait? Marco, tu n'as pas compris? David, voilà, en moi, ouais, j'ai un exemple, je te fais une autopsychanalyse gratos, parce que sinon j'aurais dû payer à moi-même et je n'ai pas de liquide. Alors, Nagui, dans moi, il y a une recherche intellectuelle poussée. Ouais, Nagui. Mais d'autre part, il y a un besoin corporel dans un domaine X. Et d'autre part, j'ai une attirance pour, je ne sais pas, pour des choses artistiques. Et d'autre part, ouais, alors je vais faire un peu la liste de toutes les choses au fil des événements, au fil des avérotes que je vois qui reviennent, que je n'arrive pas à maîtriser, au fil des mitzvot que j'arrive plus facilement à faire, au fil des amitiés que j'arrive à créer ou des amitiés que j'arrive pas à créer, des gens avec lesquels j'ai des... C'est malin, pourquoi avec ce type de personne je m'entends bien, avec cette personne je m'entends pas bien? Makara, Makara. Qu'est-ce qui est en moi qui amène que? Donc, quelqu'un qui recherche mettre à la avodat Hashem, servir à quelque chose, il doit se connaître. Il doit se connaître. Pour connaître ses faiblesses, pour connaître ses qualités, pour connaître ses inclinaisons, pour connaître ses... Donc, ils ont un netiot chez l'eau. Netiot à tiviot, netiot à torashtiot, netiot à cause d'événements, de tragédies, de traumates. Ouais. Comme à Advarim. Il y a plein de choses qui ont des influences sur nous. Ce qu'on appelle le mazal, quelque chose qui... Il y a le nous-mêmes aussi. Mais pour découvrir qui je suis vraiment, il faut faire de l'ordre entre toutes les choses qui ont une influence sur moi et qui ne sont pas vraiment on va dire mon être. Qui suis-je?
On est obligé de faire ce travail-là. Ça vous a l'air fou ce que je vous dis. Mais on ne peut pas faire d'avodat Hashem dans ça. On peut être un bon juif, mais pas d'avodat Hashem. Si on veut être un évêque d'Hachem, par exemple, je vais donner un mec qui veut faire l'armée. Il a le droit, il n'est pas obligé, mais il a le droit. Ouais, un mec qui veut faire l'armée, ouais, il sent qu'il ne va pas être influencé négativement, qu'il va servir sa nation et faire des ch'touillottes. Magnifique. C'est une grande mitzvah de servir sa nation. Si maintenant il ne va pas perdre des plumes au niveau de Torah et Mitzvot. Magnifique. Et qu'est-ce qui se passe? Alors au début, on va lui faire un certain nombre de bdicotes. Ouais, savoir une psychométrie, truc, pour savoir ce pourquoi il est fait. On va pas mettre un mec qui peut être pilote de chasse, ouais, à nettoyer la chasse. Il préfère le costume Cheruti qu'être dans les Cherutim, ouais. Tu comprends ou pas? Si tu ne connais pas tes aptitudes, tu ne seras jamais pilote de chasse. Tu resteras dans les WC. C'est un exemple. L'armée se plante parce que les hommes se plantent. Quand c'est le choix qui choisit les combattants, c'est différent. C'est ce qui s'est passé avec Amalek. Mais on s'en fout, arrête. Tu vas pas maintenant t'interrompre le cours pour les blagues, David, enfin. Tu déconcentres de Maître Charvit, arrête. Donc, dans l'armée, par exemple, ou dans une entreprise, si on a véritablement un embaucheur de qualité, il va bien repérer, il va faire une bonne analyse psychologique, quelle est la spécificité de cet homme-là par rapport à la place qu'on veut maintenant lui donner. C'est important de savoir. Le recrutement, c'est important de savoir. Et bien nous aussi, on doit se recruter pour Hachem. Il faut se connaître, pour savoir dans quel domaine particulier. On doit s'épanouir dans la voie Hachem. Et pas, bon, globalement, je mange cachère, globalement, j'étudie quand ça me vient, je prie quand ça me vient, je fais un peu de tout. Sauf bien, ça s'appelle un amaharet, celui qui vit comme ça. Shochalek l'olamaba, valolo, oved Hachem. Quand tu veux être un oved dans une chevra, tu dois te connaître, bien te présenter, ouais, bien te vendre. Et pour bien te vendre, il faut que ça soit en cohésion, ça soit cohérent avec ce que tu es. Ce bien te vendre, si après tu ne réussis pas dans le poste que tu as réussi à obtenir, tu n'as rien gagné. Alors pareil, il faut se connaître. Il faut se connaître. Ce n'est pas quand on a 20 ans, ce n'est pas quand on a 30 ans, c'est tout au long de sa vie. Jonathan, à quelle heure elle a accouché? Mais bon, ça, c'est quoi ton problème? Il n'a pas dormi. 9h? 9h? Bah d'accord, mais il est dans les choux, quoi, tu dis. Quand la carotte est venue, je suis très très content que ma voix soit pour toi source de récupération. Je vends des petits enregistrements pour des gens qui ont des insomnies. Ouais. C'est naturel, il n'y a aucun produit chimique. Je vous rassure, aucune addiction. Au contraire, il y a une répulsion à la langue. Regardez combien on reste. Aucune addiction. T'entends, tu as compris l'idée que j'essaie de développer maintenant ou pas? Donc, quelqu'un qui a fait ce travail, donc il a découvert qu'il y a différentes cases dans l'homme. Il va comprendre en lui, il a 30% de chorma, 20% d'émotion, 15% de batuta Hashem, 40% de BMUT, ouais, etc. Mais il a repéré la BMUT qui était en lui, il a repéré la Neshama qui était en lui, il a repéré le côté artiste qui était en lui, il a repéré le côté créatif, le côté discipliné. Il y a plein de choses qui sont en nous. Ce travail de longue haleine du tzaddik, en l'occurrence Yeshua ben Nun, un travail à Hatsoum, qui a rêvé d'Hachem comme Moshe, ouais. Il a appris à se connaître tellement, il a tellement repéré différentes facettes de l'homme qui existent en lui selon un certain pourcentage. Donc quand quelqu'un maintenant vient lui parler, il repère les mêmes cases qui existent chez chacun, mais chacun avec un pourcentage différent. Comment est-ce que je veux dire ou pas? C'est fondamental ce qu'on est en train de parler maintenant. Si tu n'as pas fait un travail sur toi, tu ne peux pas comprendre les autres. Impossible.
Donc l'idée que le tzaddik il est déconnecté du monde, bidiouk à faire. Le tzaddik, où Yachol la vinet koulam, parce qu'il s'est battu avec lui-même, il a isolé toutes les différentes facettes qui étaient en lui. Donc quand on lui parle, moi, souvent je vois avec les années, il y a des gens qui me parlent de leurs problèmes. J'arrive à les idées parce que ce type de problème, je l'ai eu sous une certaine forme. Ce que nous dit le Messie Técharim, qu'on est tous dans un labyrinthe et on demande conseil à ceux qui sont sortis du labyrinthe. Les Chachamim. La vie est un labyrinthe. Mais il y a des gens qui sont sortis du labyrinthe. Alors, quand on leur parle, ils disent, oui, je connais là. Je connais ce mirage. Fais attention, c'est un mirage. Ouais. Je connais ce mécanisme. Attention, il y a des flèches qui vont sortir. Mirage, c'est Ashlaya, je ne sais pas comment on dit mirage vraiment. C'est quand tu es dans le désert, et tu crois qu'il y a de l'eau, ouais, et c'est l'au-delà. Sfata? Fata? C'est dans le désert avec l'eau là? C'est ça le mirage? D'accord. On a des avions aussi comme ça. Oui. On n'arrive pas les bons. C'est intéressant, c'est dommage. Donc, il faut faire attention, faire très attention. Ouais. Quand on a un Talmid Racham devant soi, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ouais. Si Hachem, il connaît chacun, et il a donné la Torah qui nous permet de nous connaître, celui qui vit dans la Torah, combien d'histoires on raconte sur Raphaël Keski, qui n'est pas sorti de sa Bahamot de la Torah, il connaît rien. Il connaissait rien au monde. Je ne sais plus des histoires que des fois on raconte. Je me rappelle plus moi, je ne suis pas un fou dans les histoires, mais on racontait des histoires, mais il ne savait pas de quoi on parlait de certaines réalités du monde. Il ne savait même pas c'était quoi. Ouais. Aujourd'hui, des fois, il disait, quand il allait chez ses parents, 5 minutes du journal pour pouvoir parler avec sa femme, si jamais elle lui posait une question, qu'il puisse dire je sais de quoi on parle. Et voilà, 5 minutes de. Voilà. Il ne connaissait rien. Et les gens venaient vers lui. Nous, on veut parler de Roi HaKodesh. Il est possible qu'il avait du Roi HaKodesh. Mais il avait aussi beaucoup de Chorma. Il a fait un travail sur lui énorme. C'est un Oved Hashem. C'est un Oved Hashem. Son emploi du temps, tout minuté et tout. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'impondérable, il n'y a pas de surprise. Mamash, Oved Hashem. Donc il a fait. Je crois que c'était facile pour lui. Je crois qu'il est né comme ça. Un tzaddik, on n'est pas de tzaddik. C'est pas de naissance, c'est un travail. Il a pu recevoir des parents X, Y, Z. Des fois, de recevoir des parents tzaddikim, ça fait que tu vas être bichlal, un rebelle parce que c'est trop lourd pour toi. Tu n'arrives pas à trouver ta place. Anima Amin, basé. Pas cher, c'est un travail facile. Bien des gamme, les deux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'un don d'Hachem? Je ne parle pas de Roi HaKodesh, ça ne m'intéresse pas, Roi HaKodesh. Je ne veux pas parler de Roi HaKodesh. Justement, aujourd'hui, je ne veux pas parler de Roi HaKodesh, je veux parler de Chokhmah. Chacham Arazim. Le fait que Hachem connaît chacun, c'est de la Chokhmah. Et Yoshua, il a cette Chokhmah. On ne parle pas de Roi HaKodesh. On dit que Yoshua, il n'avait pas de Roi HaKodesh. À niveau, oui, mais ce n'est pas un avis. Yoshua n'est pas un avis. Ce n'est pas un avis, Yoshua. C'est un Chacham. Hein? C'est le début des Shoftim, quoi. Ce n'est pas des Nevi'im. On est Madrich le Ham al pi Chokhmat Torah. Quand on est rentré en Eretz Israël, Hachem s'est fait petit. C'est maintenant la Torah qui doit vous diriger. Je vous mets de côté. Je vais donner un outil, utilisez-le. Le patron, il t'a formé pendant 40 ans. Et maintenant, vas-y. Les outils que je t'ai donnés, tu les utilises. C'est la Torah. Quoi? On a plus que 40 ans de formation. On peut arriver à 100 ans de formation. Hachem nous forme. Donc, vous comprenez, il y a deux extrêmes. Il y a les Meraglim et il y a Korah. C'est deux extrêmes. Les Meraglim, ouais,
Ah, ils sont populistes, ils s'en foutent de la réalité individuelle de chacun. Ils viennent servir ce qui est un commun à tous. Qu'est-ce qui est un commun à tous? Le gouffre. On est tous, on aime bien dormir, on aime bien manger. On en a plus ou moins, mais en tout cas, quand on mange, quoi. Pas... On mange tous par la bouche. Le côté animal qu'il y a en nous. Donc en général, les populistes, ils attirent le peuple par rapport à toutes les choses que le corps engendre, quoi. Alors, tu dis, ça peut être la peur. La peur, ça vient du corps aussi. Ouais. Ça peut être les plaisirs, ça peut être la Vodazara. Comme ils ont dit, on revient en Égypte. Le Ramban, il dit pour faire la Vodazara. Ouais. Donc en général, la démocratie, si tu as un bon démagogue, il va dire oui, je vais vous donner des salaires élevés, vous allez avoir des vacances, et il n'y aura plus la guerre. Pas de valeur, pas d'idéalisme. Pas de valeur, pas d'idéalisme. Il y aurait un grand chidouche de Beth Yehoudi, qui a donc créé Bennett. Moi, j'avais vu leur programme quand il est sorti ce parti-là. Alors que c'était un parti sioniste religieux. Ouais. Le mot Hachem ne figurait pas dans toute leur tract, ni le mot Torah. Il avait déjà le projet depuis le début de faire un parti d'Atiloni. Depuis le début. Dans son tract, il n'y avait pas une seule fois marqué Torah. Il y avait marqué, comment il disait? Ouais, la tradition. Ouais, Massoret. Et pas Torah, pas mitzvot. Ça, c'est le démago. Il parle au gouffre. Pas d'idéalisme. La tradition. Tradition. C'est important pour la famille d'avoir un peu de religion. Pas pour Hachem, la famille. Tout est au service de mes plaisirs. C'est bien, Pessar, c'est sympathique. Ça me permet d'être. Maman, c'était hallucinant. J'ai cherché dans le tract. Quelqu'un il m'avait dit ici, qui était au Chur à l'époque, on sortait. Non, il a l'air bien, ce Bennett. Et tout. Je dis, donne-moi le tract. J'ai regardé. Je dis, c'est Bennett, il ne dit pas une seule fois Torah, pas une seule fois Mitzvah, pas une seule fois Kadosh Baruch Hu. Ouais. Il n'est pas obligé de parler que de ça, mais il peut en parler une fois. Si c'est un partitionniste religieux. Ouais. Donc c'était ça son idée. Que c'était un parti qui était en chute libre. Parce que les Dati Leomi, ils votaient pratiquement tous les coudes. Ouais. Alors, essayer de les rattraper. Tu peux parler de Torah. Alors, c'est Likoud bête. Pourquoi je vous parle de ça? On s'en fout. Pour juste illustrer que pour toucher le peuple, il faut toucher le gouffre. Tout le monde est. Tout le monde on aime se laisser aller à nos plaisirs, à nos tendances. On a tout ça en commun. On a tout ça en commun. Mais dit on va se travailler et on va faire violence à etc., etc. Ça parle à personne. Il y a une mara comme ça, il dit si tu vois un rave qui est apprécié par sa communauté, ouais, c'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il va dans le sens du poil. Pourtant, vous appréciez. Ben, on n'est pas nombreux. Pas nombreux. C'est vrai que celui qui vient au chiour, ouais, il s'en prend plein dans la tronche pour pas un rond. Ouais, c'est barreau. C'est schizophrénie. Non, c'est que peut-être certains, ils ont repéré dans des fois qu'ils ont appris des choses, ça les a fait peut-être avancer, c'est ça qui les motive. Donc le jeu en vaut la chandelle. Si tu as vu que ça t'a fait avancer dans certains domaines, alors même si c'est pas très agréable, ouais, c'est assez bousculant comme présentation. Mais mal à saute pour avancer, il faut être bousculé, mal à saute. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais je ne sais pas faire. Ouais, je fais ce que je peux avec ce que je suis. J'ai appris à me connaître. Non, j'ai appris à me connaître avec les années, et je sais ce que je sais faire et ce que j'ai du mal à faire. Et celui qui ne s'adapte pas à moi, a de mal à sauter. Je ne vais pas faire semblant. Je fais des efforts, mais je ne vais pas faire semblant. Comme je m'investis au maximum, j'essaie en tout cas, je peux pas. Quand tu es au maximum, tu ne peux pas faire semblant. Tu comprends? Quand tu es en soirée mondaine, tu peux faire semblant. Quand tu es avec la femme, les enfants, et que sur de tous les côtés, tu es toi-même. Alors quand tu prépares un cours, tu mets tes forces, tu es toi-même. Elle mal à ça. Ton cerveau, il est dans le truc, toi-même. Pas faire semblant. Faire une conférence à faire semblant quand personne n'intervient, les sourires, les nanas. Je peux ne pas être moi-même.
Un shiur, c'est un combat. Revenons à notre sujet. Il faut apprendre à se connaître. Moi, par exemple, en tant qu'enseignant, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai tout fait. Tous les types de shurim possibles. Conférences, shur pour jeunes, shur pour dames, shur pour chilonim, shur pour mélanger, shur. Jusqu'à voir ce qui, a priori, me correspond. Et quand on me propose certains projets que j'ai déjà testés et que je vois que ce n'est pas mon truc tellement, hein, je donne à un autre. Ah, lui, il est mieux. Je délègue beaucoup. Il y a beaucoup de cours aujourd'hui qui existent encore, qu'on m'a proposé et que j'ai donné à d'autres. Ce n'est pas dans ça que je vais m'épanouir. Comme j'ai besoin de mettre toutes mes forces dans la chose, ça ne va pas marcher. Je vais me refroidir. Donc, il faut se connaître. Si tu veux quelque chose, colle à Ava, Club et Davar, sauf à Batella. Là, si c'est l'Otalou Bédar, si tu sens ça une Avodat Hashem, qui est intimement lié à ton être, c'est l'Oïd Batel. Ça ne va pas s'annuler. Ça va passer toutes les épreuves, toutes les fatigues, toutes les vexations et toutes les difficultés matérielles. Parce que c'est toi. Il faut se connaître. Et ce travail de se connaître, donc on a donc d'un côté les démagos. Ils parlent au quoi? Au corps. Les Meraglim. On va en Eretz Israël, c'est un pays de combat spirituel. Ouais. On reçoit maintenant la terre, c'est un contrat. Ça nous investit de manière irréversible. Il afir. On rentre dans quelque chose de grand. On ne sera plus pris par la main par Akadosh Baruch Hu, on est livré à nous-mêmes. Ça fait peur. En Égypte, même qu'on était esclaves, mais on était complètement pris par en babysitting. On n'avait pas d'initiative, pas de. Ouais, dit. On ne peut pas faire d'erreur. En Égypte, on ne peut pas faire d'erreur. On ne te laisse pas le choix. Alors viens, on y retourne. Et à Korah, il n'est pas influencé par le peuple. Il a compris, c'est un chacham, et un chacham gadol. Il a compris les besoins de chacun. Donc il a le même potentiel que Yeshua. Il comprend le besoin de chacun. Et au lieu maintenant de trouver leur complémentarité chacun dans la grande mosaïque du Ham Israël pour servir Dieu, il vient maintenant leur donner chacun une place opposée les uns aux autres pour aller dans leur sens. Encore une fois, il va dans leur sens. Pas parce qu'il est influencé par eux, pour les mettre à son service. Donc ça s'appelle le manipulateur. Korah, c'est le manipulateur. C'est pas du tout le démagogue, c'est le manipulateur. Donc il est chacham. Pour être manipulateur, les manipulateurs, ils arrivent bien à analyser la personne. Ils ont cette force-là d'analyser la personne. Il y a différents types de personnes et ils voient la différence tout de suite. Ils sont mésaillés, ils identifient tout de suite la personne. Mais ils n'aident pas la personne à trouver leur place dans le projet divin. Ayant bien compris ce qu'il est, ils n'aident pas la personne à trouver leur place dans le projet divin. Ils vont maintenant utiliser la personne pour le hausser en haut de la pyramide. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est la complémentarité entre Parashat Meraglim et Parashat Korah. D'accord? Et on voit ces deux notions-là. Par rapport à la transition entre Meraglim et Korah, puisqu'à la fin de Parashat Meraglim, il y a un certain nombre de mitzvot. Vous avez remarqué ou pas? Il y a une liste de mitzvot. Ouais, il y a un certain nombre de mitzvot. Tzitzit, c'est. Ah, Chazak. Tu as le Nisu Chayaïn. Ouais. Tu as la Chala. Et tu as la faute du Tzibour. Attends. Tu as la faute du Tzibour. Le Sanhédrin, il s'est trompé. Il a influencé le Tzibour. Donc il y a un korban du Tzibour à cause d'une erreur engendrée par Sanhédrin.
faute du Tzibour. La faute du Yachid, le Mekoshesh. Ça, c'est l'autre. Comment? Ouais. Le Mekoshesh. Ah, ça fait du bien ça. Ah, c'était bon ça. Bye bye. Ouais. On s'endort bien, il y a bye bye. Le Mekoshesh et Tzitzit. Ouais. Bah, Kesher. Alors d'abord, les deux premières mitzvot, c'est Kitavo la arrête. On vient qu'on est puni, on ne va pas rentrer dans ça. Non, vous allez un jour venir en Eretz Israël. T'inquiète. On va garder notre relation privilégiée avec quelqu'un de beaucoup. Ça va être un grand Bédi Avad. Oui, vous allez garder votre relation privilégiée avec quelqu'un de beaucoup. Après avoir purgé votre perne dans le désert, vous allez rentrer en Eretz Israël en gardant votre relation privilégiée. Dans les corbanotes, Shlomo. Dans les corbanotes, Shlomo. Le corban qui représente la plus grande intimité avec Dieu, c'est le vin qu'on vient lui servir. Du vin des petits gâteaux. Nesset. Quand le goy il apporte son corban, qui c'est qui a ça? Qui c'est qui fait du bruit comme ça? Quand maintenant le goy il apporte un corban de Nedava, etc., il n'y a pas de Nissour. C'est que les juifs qui peuvent venir Nissour. Ouais. C'est comme maintenant, ouais, tu viens servir au roi un bon petit vin, ça prouve qu'on est proche. Comme on voit Aman avec un Khajirosh. Ouais. Un petit festin bien arrosé de vin. Mais Nathan, tu peux te pousser un petit peu vers la. Voilà, comme ça je vois mes camarades de classe. Ouais. Donc le vin, c'est l'intimité. Donc on dit quand vous allez venir en Israël, vous allez apporter. Pourquoi on ne parle que de ce corban-là? Dans Vaikra, on a parlé de plein on en a déjà parlé en plus, mais là on le développe ici particulièrement. Pour dire que la relation intime entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, représentée par le vin qu'on sert à notre roi et les petits gâteaux, ouais, eh bien, en rentrant en Israël, cette idée-là d'intimité dans le Beth Amikdash en Eretz Israël n'a pas été abîmée par la faute des Meraglim. On va purger notre perne et revenir au projet initial qui était on est le peuple élu sur la terre que Hachem a donnée à Abraham Avinu et par laquelle on exprime notre relation privilégiée avec Dieu. Ça, c'est première étape. Rassurez-vous. Deuxième étape, donc ça, c'est relation au niveau spirituel dans le Beth Amikdash. Ouais. Et matériellement, la terre d'Israël sera pareille. Il y aura encore la bracha extraordinaire qui était prévue dans la terre d'Israël. Oui. Et qu'est-ce qui représente la bracha extraordinaire dans la terre d'Israël? C'est la chala. Pourquoi mitzvah chala, c'est la notion de bracha? Parce que Shlomo, tu te rappelles l'époque où tu étais agriculteur? Tu étais un homme très cultivé à l'époque. Ouais. Alors, l'agriculteur, il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Il dit, je ne comprends pas. J'ai maintenant coupé mon blé, j'ai donné le maaser. J'ai fait ma page, je dois redonner au Cohen, je ne comprends pas. Tu sais, j'ai déjà donné sur cette production. Pourquoi je redonner au Cohen? Où on voit qu'on fait 2 fois un don au Cohen. J'ai payé mon impôt déjà. Pourquoi on me fait repayer l'impôt sur quand je fais de la pâte? Si je fais des spaghettis, je ne repaye pas. D'accord? J'ai juste prélevé sur le blé. Maintenant, je fais de la pâte à pain. Je dois repayer au Cohen. J'ai déjà donné. Tu comprends cette question ou pas? Youssef, c'est quoi la réponse? Hein? La réponse, c'est que quand tu mets de l'eau et de la farine, ça gonfle. C'est-à-dire quoi, ça gonfle? Si maintenant, je prends un verre de farine et je mets du miel, des trucs, et je le mange comme ça, c'est une petite quantité. Non. Cette même quantité de farine, je mets de l'eau et je laisse monter. Ça fait un pain comme ça. Hein. Il y a une bracha. Le pain, ça représente la bracha. Des fois, il n'y a pas de bracha. C'est-à-dire, des fois, la femme dit, ah, j'ai pas eu de bracha. Là, le pain n'a pas levé. Et après, tu vois, c'est pas du tout rassasiant. C'est une petite quantité de pain. Donc, c'est une bracha, c'est un miracle. La chala représente notre devoir, ouais, de remercier, de reconnaître que la bracha vient d'Hachem aussi. Pas uniquement ce qui pousse du sol,
mais que ça va gonfler, que ça va donner. Nous, on appelle ça une réaction chimique, mais c'est une bracha d'Hachem en vérité. Elle dit chimie, la chimie. Eh bien, la chala est chayav d'oraita en Eretz Israël uniquement. C'est une marloquette. Mais la lacha, elle est que chala bechutz laaretz c'est des rabanan, chala be'eretz Israël c'est d'oraita. Pourquoi? Parce que pas uniquement ce qui a poussé sur la terre d'Israël, il faut reconnaître que c'est la terre de Dieu. Mais même ce qui a gonflé en Eretz Israël, même si c'est du blé qui a poussé aux États-Unis, la chala qui a gonflé en Eretz Israël, c'est d'oraita. Parce que la bracha, quand on est en Eretz Israël, il y a une bracha particulière. Vous me suivez ou pas? T'entends, Yoav, ou pas ce que je dis? Il y a une bracha particulière. Donc, non seulement la relation intime, malgré la faute des Meraglim, on garde encore une relation intime dans le Beth Amikdash, mais même dans le profane de la terre d'Israël, il y a une bracha matérielle. Donc, ni on a abîmé notre relation intime, ni on a abîmé les promesses de brachot matérielles de la terre d'Israël par la faute des Meraglim. Quand on aura purgé notre terre, notre peine, on revient dans la relation initiale. C'est clair ou pas? Non? On continue. Oui, mais on va arriver en Eretz Israël après ses 40 ans, après ses 39 ans et tout. Mais l'erreur est humaine. Si on refaute, on va encore repartir. Là, on a fauté, on ne va pas rentrer. Si on faute, on va repartir à chaque fois. Rebelote. Alors, j'ai acheté une dira à Jérusalem, mais une dira à Paris, parce que. Voilà, saute. Voilà, saute. Non. Quand le tzibour se trompe, c'est une taou du tzibour. Comme dans les Meraglim, c'est une taou du tzibour. Il y a une certaine tolérance. Il y a une certaine capara. Comme là, il y a une certaine capara. Les dirigeants, les individus qui sont passés à l'acte, les mariés, ils sont morts. Mais le tzibour, ils ne sont pas morts sur le coup. Ils ne sont pas morts sur le coup. Il y a une certaine tolérance. Ils ont tué Navodat Hashem, mais ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, mais ils ne sont pas morts sur le coup. Il y a une certaine tolérance dans le tzibour qui a fauté. D'accord? Vous me suivez ou pas? Une certaine tolérance. Le tzibour qui a fauté, il y a une certaine tolérance. Vous me suivez ou pas? Une certaine tolérance. C'est ce qu'on voit ici. Que quand le tzibour il a fauté, influencé par les Sanhédrin, même qu'il a fauté, ouais, mais comme c'est un tzibour, alors Hachem il est tolérant. Quand l'homme Israël il va fauter en Eretz Israël, c'est pas nous qui va partir en galoute. Un tzibour qui faute, il y a une influence qu'on a dit. On a vu dans le Meraglim, il y a une influence du groupe. On n'est pas libre complètement. Quand un groupe, ils font tous la même erreur, on a du mal à ne pas suivre comme des moutons. On a du mal à ne pas suivre comme des moutons. C'est difficile de ne pas être un mouton. Être Charbit, on est d'accord. Il y a des phénomènes de mode, des pensées communes, ouais, des sentiers battus, des tabous reconnus, des choses qui ne se font pas. On a une grande difficulté de s'y opposer si on est bien éduqué. Chomo, t'as du mal ou pas? T'as du mal? Si, t'as du mal à t'opposer à la pensée commune. Ouais, c'est tout un sujet que je vous ai parlé hier de Émile Durkheim qui a créé une science qui s'appelle la sociologie. Sociologie, c'est l'influence du groupe sur l'individu. Que l'individu n'est pas si libre. Pas une si grande liberté. On est très influencé par le groupe. Donc, il faut le savoir, mais Hachem, le sachant, entraîne une certaine tolérance. Quand on faute, influencé par le groupe, c'est moins grave. Donc, il y a une capara. L'influence du groupe, c'est moins grave. Donc, il y a une capara. Mais juste après, on dit, mais si c'est toi qui as décidé de faire quelque chose, le mécochèche, là, maintenant, tu as fait un acte très grave qui est le chilou Shabbat. Mécochèche, c'est le mec qui a ramassé du bois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme Melach Shabbat? Il y a trois opinions dans la Gemara. Est-ce qu'il a fait Otsa'a? Est-ce qu'il a fait maintenant Amer? Est-ce qu'il a fait Tolèche? Qu'est-ce qu'il a fait comme Melach? Peu importe. En tout cas, il a fait, on l'a prévenu, il a quand même fait. Donc, il est venu quelque part être source d'influence négative pour le peuple. Quand tu vois un mec qui est Mechalel Shabbat, ça t'influence. Quand tu vois un mec qui est Mechalel Shabbat et tu as grandi dans un monde où on est Shomer Shabbat, ça t'influence. Quoi, c'est possible d'être Mechalel Shabbat? C'est comme tu vois
avant, les mecs qui faisaient des tatouages, ouais, c'était les voyous, les punks, les marins, Captain Haddock. Ouais, c'est tout. Puis comme ces abrutis de joueurs de foot, ouais, Marchemin Vizirham, ils ont décidé maintenant d'adopter une mode de voyous et avec des coupes de cheveux de punk et des piercings et des tatouages. Donc les jeunes, ils ont été influencés par cette culture de rue, culture de bandits. Ouais. Et maintenant, même des chefs d'entreprise, ils ont des tatouages et des piercings, et tous des voyous, quoi. L'influence du groupe, quoi. Ce qui était inenvisageable pour quelqu'un, ouais, de conditions sociales favorisées qui incarne une certaine noblesse, ouais, un certain kavod, de faire un tatouage. Aujourd'hui, t'es pas dans le coup, t'as pas de tatouage. Manque de peau. Tu te rappelles, le capitaine, qu'est-ce qu'il avait comme tatouage? Qu'est-ce qu'il avait? Une encre. Parce que c'est l'encre qu'à l'intérieur, le tatouage. C'est ancré en toi. Donc, c'est plus gênant de faire un tatouage. Si tout le monde le fait, c'est plus gênant. C'est comme il y a des femmes, tu vois, religieuses, moyens et tout. Elles ont dit, oh, la robe et tout, on va mettre des pantalons pas de def, c'est plus féminin que homme, donc c'est plus un problème. Normalement, une femme, elle ne s'habille pas en homme. On va faire des pantalons larges, ouais. Alors, la première qui a fait ça, elle a eu une certaine audace, et maintenant, on ne voit plus le problème. C'est un pantalon, on n'a pas le droit. Non, non. Hein? Audace, Yuzma, audace, c'est un peu chutzpah comme ça, mais pas vraiment. Audace, ça peut être des fois courageux. Ometz, c'est entre la chutzpah et le ometz. Audace. Ouais. Et donc voilà, donc tu appartiens à une certaine mouvance religieuse, ouais. Tu mets juste un bandeau, ouais, pour couvrir devant, mais on voit tes cheveux derrière. Tu mets un pantalon large et c'est de sa noix. Mais à l'époque, ça n'avait pas répandu, tu n'aurais pas osé. C'est un pantalon et c'est pas un kissouille. Mais comme les autres le font, ça ne me dérange pas. Je ne sens pas que c'est mal, puisque j'appartiens à un groupe qui le fait. Donc je ne sens pas que c'est mal. Quand on était en France, on n'allait pas en short à la synagogue, en chemise courte, etc. Qu'il fasse chaud ou pas, soit en été ou pas, parce que ce n'était pas qu'à vote. Comme maintenant tout le monde le fait, ouais, alors je vois plus le problème. Je vais être en short, je vais être en chemise courte, des fois en débardeur, ouais, je vois pas le problème. Mais j'aurais pas osé en France. C'est le réparateur des WC qui faisait ça en France. Quoi? Si tu veux, Shlomo. Si tu veux. Mais en France, le costard cravate, c'était normal quand tu vas à la synagogue Shabbat. Ils font pas quoi? À l'époque, j'étais habillé un peu légèrement au début du pays, en Israël. À part les Haredim qui venaient habiller, mais ça n'a pas été les Goumous aussi. Quel rapport Haredim? Au début, en 48, il n'y avait pas de différence entre les Haredim et la Teloumi. Ils étaient tous en Shachor Lavan. Tous. Tous en Shachor Lavan. Il n'y a aucune différence. Il y avait une différence idéologique, mais il n'y avait pas une différence de un jeans et un en Shachor Lavan. Aucune différence. Tous la même chose. Regarde Rav Kook, regarde son fils, regarde Rav Mordechai Eliyahu, regarde Rav Shapira, regarde. Voilà. Aucune différence. Je ne pas dire que c'est mal d'être en jeans. Je veux juste dire que maintenant que c'est pas ça le sujet. Ouais. Je suis en train de parler d'une Nekuda que quand les autres le font, j'ai pas de gêne. C'est l'influence du groupe. Donc, quelque part, ça nous pardonne. C'est plus pardonnable. Parce que c'est chutzpah, c'est mered, c'est pas de l'effronterie, c'est pas de la rébellion. Je suis comme tout le monde et c'est dur de s'opposer au groupe. Donc Hachem, il est tolérant. Ça peut être interdit, mais cette interdiction soit moins grave que quand je viens, je suis Mechalel Shabbat. Alors, quand il est Mechalel Shabbat, ce qui est écrit là-bas, Ragmu Kol Haeda, c'est à la communauté de réagir. Parce que comme il est source d'influence sur la communauté, celui qui est Mechalel Shabbat, c'est à la communauté de le tuer. Ragmu Kol Haeda, pour justement neutraliser l'influence, le mépris du Shabbat qu'il a réalisé par son acte, il faut le neutraliser. Comment on va faire? Il faut le tuer.
en venant être violent face à quelqu'un, selon bien entendu la volonté de la Torah, c'est pas, on ne va pas venir faire des lynches, ouais, mais en étant, la Torah nous demande à la Haïda de l'exterminer. Pourquoi? Pour exterminer l'influence qu'il a pu avoir en nous. D'accord? Et là, donc on voit ici la transition. On a vu donc, jusqu'à l'histoire de la faute engendrée par le Sanhédrin, on était encore dans Meraglim, ouais, l'influence du groupe, etc., sur lequel il y a une certaine tolérance. Les Meraglim ont été tués, mais le reste des Israël ne sont pas rentrés en Eretz Israël, parce que ce n'était pas grave, mais ils ne sont pas morts sur le coup. Il y a une certaine tolérance, ouais. Mais quand c'est l'individu qui est source d'influence, on le massacre. Quand j'avais un mouchoir, j'en ai marre. Et quand maintenant c'est l'individu, là on le massacre. Ouais. Le Karl Marx, le Freud, tous ces mecs-là qui ont osé dire des nouvelles idées, ouais, Mendelssohn et les autres. C'était un marin, lui, il était inintéressant, il a eu d'influence sur lui-même. C'est rien du tout, c'était pas un rave. Mendelssohn, c'était un rave. Spinoza, c'est rien du tout, Spinoza. C'est un philosophe. Il est plus connu chez les goïms que chez les juifs. C'est rien du tout, Spinoza. C'est pas un rave. Ouais. Donc, moi, une fois, j'ai lu quand j'étais jeune, avant de faire Chouva Spinoza, il te décourage lui-même de le lire. Hein. Oh, purée. C'est très fort hein, pour comprendre ce qu'il dit. La moitié du livre, c'est les introductions. Si tu dis comme ça, et si tu dis comme ça, et si tu dis comme ça, si tu dis comme ça. Alors, on peut dire comme ça. Il faut retenir toutes son préambule pour arriver à dire à la fin, en fin de compte, tout ça, c'est moi. Conclusion, il n'y arrive pas jusqu'au fin. C'est vraiment, c'est des maths, quoi. C'est des maths philosophiques. Et j'ai relu, et j'ai relu. Et donc, revenons à notre sujet. Donc là, c'est la transition vers Korah, le Mekoshesh. Et le Tzitzit. C'est quoi le Tzitzit? Ouais. Alors, Tzitzit, c'est l'équilibre. Le Tzitzit, c'est l'équilibre. C'est que face aux influences du groupe, et pour ne pas devenir une influence du groupe, on est ou bien influencé par le groupe, et des fois, on peut influencer le groupe. Là, c'est les deux problèmes. Ou bien tu es influencé par le groupe, ou bien toi-même, tu influences négativement le groupe. Ouais. Le tzitzit, c'est je me sens tout petit. Pas devant le groupe, petit devant Hachem. Ça ressemble à la mer, et au ciel, et au kisei hakavod. Ouais. Et le vêtement, c'est l'outil qui m'identifie par rapport au groupe. On l'a dit en jeans, en chemise blanche, ouais, en uniforme. Le vêtement, c'est l'image que je veux donner au groupe, ou bien l'image que je veux donner au groupe, ou bien mon effort de me rattacher à un groupe, le vêtement. D'accord? Mon effort de me rattacher à un groupe. Et là, dans ce vêtement extérieur qui est le talit gadol, par lequel je vais m'annuler au groupe ou me mettre au-dessus du groupe avec un vêtement particulier, me distinguer du groupe ou m'annuler au groupe, on sait très bien, le rebelle, il va avoir un vêtement particulier, et l'autre, il va faire comme tout le monde. Le mec de Neuilly, il aura son Lacoste avec son pantalon Elfinger et ses Brighton et ses Ray-Ban. Ouais. Mamache, il se sent très très beau, mais il est Mamache. Un clone, pour pas dire un clown. Le punk, il se sent original avec sa boucle d'oreille, son rat sur l'épaule, son hirsute. Et puis, c'était quoi déjà le truc en cuir, là, comment elle s'appelait, la veste en cuir? Il y a une marque comme ça. Le Scott, voilà, etc. Et c'est Doc Martens. Donc il s'annule à un groupe. Il a l'impression d'exister, mais en fin de compte, il n'existe pas. Il vit par procuration. C'est le groupe qui le fait exister. D'accord? Donc l'annulation du groupe, bien le rebelle. Ouais. BHL, Bernard-Henri Lévy, avec sa chemise comme ça ouverte, et ses cheveux au vent, qui est contre-courant. Ouais. Ouais. Alors, ou bien tu veux te distinguer et être une nouvelle influence, lancer une mode, ou bien tu t'effaces. Ouais. Et le tzitzit, Naron, tu dois t'effacer parce que tu n'es rien du tout. Devant quoi? Pas devant le groupe, devant Hachem.
Regarde ce que tu es. L'humanité, la terre, elle n'est rien par rapport à la mer. Et la mer, elle n'est rien par rapport au ciel. Et le ciel, il n'est rien par rapport au qui c'est à Kavod. Et Hachem, il est au-dessus du qui c'est à Kavod. Donc, si tu veux t'annuler à quelque chose, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc, ça t'aide à faire face au groupe. Ça t'aide à ne pas vouloir influencer négativement le groupe. Donc, c'est la transition, le tzitzit. C'est le fil conducteur, le fil conducteur du tzitzit. Et donc, c'est Nanava, le tzitzit. C'est un seul fil bleu, ouais, noyé dans le blanc. D'accord? La shrina, elle est difficile à déceler. Et pour celui qui la recherche, il la voit. Elle est minoritaire. Tout ce qui est Gdusha, tout ce qui est Neshama, c'est minoritaire. Mais quand tu l'as repéré, c'est le reflet d'une infinité. C'est un petit fil qu'il faut voir, les hatzitz, il faut voir, mais c'est le reflet d'une infinité. Quand tu as réussi à mettre l'œil sur Hachem, tu te rends compte que c'est un truc immense. Mais il faut réussir à les hatzitz basés. Vous me suivez ou pas? Et lui, qu'est-ce qu'il vient faire Korah? Non, pas du tout. Le fameux Midrash, où il n'y a, que du bleu. Quand il y a un peu du bleu, alors on ne le remarque plus. On ne le remarque plus. Pour que ça soit remarquable, il faut que ça soit un fil minoritaire. Et là, on fait attention à quelque chose. C'est que Korah, il s'est pris pour Dieu. Il remplace Dieu. Il y a des choses en nous, une minorité qui est la Neshama. Dans le monde, il y a une minorité de tzadikim. Il faut la repérer et s'y accrocher. Il faut la repérer et s'y annuler. Il ne faut pas la remplacer. Il y a du bleu partout. Ça reste quelque chose de difficile d'accès, qu'il faut repérer et il faut s'y annuler. Résumons. Donc, on a dans notre vie 3 positions possibles. Ou la position du meneur, du manipulateur, c'est Korah. C'est rare, ce genre de personne. Il faut être très racham comme Korah, il faut être très riche comme Korah, il faut être très influent comme Korah, il faut appartenir à une dynastie, à une branche de famille reconnue et connue. C'est une épreuve qui ne concerne pas tout le monde. Une grande ascendance. D'accord, il y a aussi une grande descendance, une grande ascendance. Et donc, bon, c'est pas tellement notre épreuve, c'est pas d'être le nouveau Freud ou d'être le nouveau Mendelssohn. La Torah doit en parler parce que ça existe. Ouais. Et elle parle surtout de ne pas suivre ces Mendelssohn et ces Shabbat Tzvi et tous ces gens extraordinaires qui sont là pour nous détourner. Ils sont là pour nous mettre en valeur, pour oublier Hachem. D'accord? Pour faire oublier Hachem. Ils sont tellement importants que tu risques d'oublier Hachem. D'accord? La paracha qui nous concerne le plus, c'est les Meraglim, de pas, comment dirais-je, être influencé par le groupe. Les Meraglim étaient influencés par le groupe. Ou de ne pas être noyés dans le groupe. Ils sont tous participés à la panique populaire. Ouais? Sauf Kalev, V et Yoshua. Ils ont pas participé à cette panique populaire. Donc nous, on est plus concernés par la paracha des Meraglim. Ouais? D'ailleurs, le Chorban Bet Amikdash, il est la date de la faute des Meraglim, pas de la faute de Korah. Il n'y a pas de date pour la faute de Korah en particulier. Donc ça, c'est la faute des Meraglim. C'est que quelque part, les mouvements de foule, les phénomènes d'influence du groupe, c'est ça qui a entraîné. Alors, il y avait une influence d'Avodazara contre la destruction de Botamekdash, une influence de Sinatrina contre. Mais c'est des mouvements généralisés. Vous suivez ou pas? Et donc, il y a trois modèles possibles. Ou bien tu es un manipulateur, c'est rare, ou bien tu es influencé par le groupe, c'est fréquent, ou bien maintenant tu es influencé par Hachem. Et donc, ça t'aide à être moins influencé par le groupe et ne pas utiliser les gens que la Torah t'a appris à te connaître et à repérer les choses qui étaient en toi. Et les choses qui sont en toi, elles existent chez chacun d'entre nous, mais selon d'autres dosages. Alors, tu vas aider les gens à trouver leur place, non pas les mettre à ton service. Ça, c'est Yoshua. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et quand maintenant on croit que tu vas poser une question à un tzaddik, à un Tamid Chacham, et tu parles de ton Yetzera, tu crois qu'il ne comprend pas ce que c'est, tu parles de problèmes de par ça. Non, il sait. Celui-même, il a eu un travail en lui. Il a repéré les cases qui existent dans l'homme, chacun avec son dosage. Donc, quand tu lui as lui parlé de certains problèmes, à un certain niveau, il a eu les mêmes problèmes. À un certain niveau, il a eu les mêmes problèmes. Donc, il comprend tes problèmes. Il arrive à les traduire à son niveau. Et il ne va pas faire de toi
un talmide pour créer une nouvelle secte, il va t'aider à trouver ta place dans le Ham Israël. C'est clair ou pas? C'est clair le développement? Pourquoi on ne les a pas tués comme on a tué le coach? Je ne sais pas de qui tu parles. Tu n'as pas dit de qui tu parlais. L'intéresse ouverte, le Coran et ça, d'accord. Laisse poser sa question, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Les explorateurs. Quoi? On dit là, non, que... Quoi, c'est pas le même châtiment? Oui, on n'a pas. On dit là, on a tué celui-là parce qu'il y a une influence sur la masse. Donc ils ont demandé au Il était Michael Shabbat. Il était Michael Shabbat. Ouais, donc. Non, je parle de l'influence qu'il aurait pu avoir sur le. Ah, pourquoi Korah? On aurait dû le lapider? Pourquoi les Méraglim n'ont pas été punis de cette même manière? Ah, t'as rien compris. Les Méraglim, ceux qui ont subi l'influence du peuple, c'est l'inverse. Je n'ai pas été clair. Ils ont subi l'influence du peuple. Comment ils ont subi l'influence? Le peuple, il avait peur et ils sont allés dans le sens du. C'est ça tout le chiour aujourd'hui. Ça tout le chiour. Les Méraglim, ils ont subi l'influence du peuple et Korah, il influence le peuple. Les Méraglim, ils ont vu ce que le peuple avait peur, ils ont été dans leur sens. Quand même, tu as dit qu'à ta marque, Et c'est ce que je vous ai expliqué avec Yoshua, que la force de Yoshua, hein, ouais, c'est de pas pas subir cette influence. De ne pas subir l'influence du groupe. Yoshua et Caleb. Après, je crois que Hachem il a été Mechalek à la fin de 70 religions. Korah est plus bas. Ensuite, c'est 70. Je sais pas. Demande à Youssef, il a des midrashim spéciaux. Ouais. C'est 70. Là, je me demandais si les problèmes étaient